On est en train de parler des use cases et notamment de l'utilisation qui a été faite des ressources VIE sur justement la société Volphonie. Peut-être tu peux présenter en quelques mots la société Volphonie? Oui, bien sûr. Donc Volphonie, j'ai créé la boîte en 2007 avec Thierry Anquinet. On était parti sur un modèle économique sur de la location de lunettes 3D. À l'époque, on était sur de l'actif. Rapidement, on a changé le modèle économique. On est parti vers un métier de constructeur. Donc on a développé notre propre lunette 3D active. Et ensuite, eh bien, il a fallu rechanger le modèle économique puisque les cinémas avaient pris la décision de migrer fortement vers le passif pour une question pratique. On est passé d'un modèle de prestataire de services à un modèle de constructeur. D'abord parce qu'on voulait on voulait pas dépendre, on ne voulait pas dépendre en fait du marché. On savait de toute façon que c'était temporaire. Et en plus, on avait les compétences en France pour concevoir nos propres lunettes. On a aujourd'hui des ingénieurs qui sont hyper bons dans les technologies du cristal liquide. C'est pas un hasard si Essilor est numéro un mondial. Donc on a réussi à capter ces compétences et à concevoir nos propres produits fabriqués en Chine. Mais voilà, c'était notre électronique, c'était finalement notre cristal liquide. Donc on est passé finalement comme constructeur avec un produit qui était très très performant. Rapidement, en fait, on a fait évoluer notre modèle économique vers le passif. Ça répondait à une problématique des cinémas. Donc il a fallu aussi s'adapter, de nouveau lancer notre équipe R&D sur la conception de polariseurs et des polariseurs nouvelle génération qui sont aujourd'hui composés de beam splitters qui permettent d'obtenir un gain lumineux deux fois supérieur. Donc on est aujourd'hui parmi les 4 sociétés mondiales en fait capables de proposer des produits pour les salles de cinéma. Je ne parle pas des copies chinoises qui sont de très mauvaise qualité et puis qui de toute façon empiètent sur les brevets des principales sociétés, dont nous. Que dire? Notre activité principalement sur notre core business, c'est le cinéma, c'est 90% du chiffre d'affaires. On a aussi 10% de notre chiffre d'affaires qui est lié à des produits plus spécifiques sur la réalité virtuelle et la simulation. Mais c'est pas notre core business, voilà. Donc on reste quand même concentré sur ça. Bon, c'est toujours intéressant et important de travailler avec les grands de la réalité virtuelle. On a un partenariat fort avec Dassault Systèmes et avec d'autres sociétés, des éditeurs de logiciels. Est-ce que tu peux nous parler par rapport à 3D Alliance, justement sur l'Inde et sur le Brésil, un petit peu les connexions avec Thomas et Joachim au travers de François je et dirais en fait Paul? la problématique de Volphonie, c'est la problématique de toutes les sociétés françaises. C'est comment exporter et vers quel marché. Aujourd'hui, en fait, très vite, on s'est posé la question finalement où est le potentiel commercial, où est-ce qu'on peut finalement, où est-ce qu'on doit se développer. C'est évidemment dans les marchés émergents. On sent que il y a des demandes très très fortes, une concurrence qui est très forte, mais il y avait quand même un certain nombre de contraintes qu'il fallait lever. Et donc le lien avec 3DC est forcément naturel, puisque une société qui est seule, qui ne connaît pas finalement qui a devant elle de grosses contraintes, des contraintes culturelles, des contraintes de langue, des contraintes réglementaires, des contraintes fiscales, parce que c'est souvent des pays où les droits d'importation sont excessivement élevés. Le Brésil, par exemple, c'est 100% de taxes. Vous avez, en fonction évidemment de la nature des produits, vous avez les niveaux qui sont différents, mais ce qu'on constate, c'est que de plus en plus, dans ces pays émergents, les taxes d'importation augmentent. Tout simplement parce ces pays-là veulent faire venir les sociétés et les pousser à produire sur place, en leur disant, voilà, on a un pays où il y a un potentiel énorme, vous pouvez finalement faire du business chez nous, par contre, venez, on vous accueille, venez fabriquer chez nous, ou assembler. Donc voilà, il y a quand même, c'est compliqué finalement pour une boîte française qui n'a pas de relais, qui n'a pas finalement de connexion,
de pouvoir faire du business dans ces pays-là. Nous, enfin, on sait de quoi on parle, puisque moi j'ai une filiale en Inde, j'ai une filiale en Chine, on n'a pas de filiale en Russie, mais bon, on est très bien implanté sur le marché, et c'est vrai que c'est très compliqué. Enfin, du moins, l'adhésion à 3DC permet de donner une bonne visibilité sur tous ces marchés. Alors, on a défini les zones prioritaires, c'est évident, parce qu'on ne pouvait pas tout faire. On a d'abord mis l'accent sur la Chine, on a mis l'accent sur l'Inde et aussi sur le Brésil. C'est des pays où il y a quand même un très fort potentiel. Et pour nous, la seule manière de pouvoir... alors je parle en fait pour l'ensemble des membres, là je ne parle pas seulement pour Volfeni, puisque on a une filiale sur place, donc c'est un peu différent, les règles sont un peu différentes pour nous, mais c'est d'avoir quelqu'un qui connaît bien la culture, qui parle la langue, ça c'est vraiment essentiel, et puis quelqu'un qui va pouvoir finalement défricher le terrain sur différentes problématiques, sur une problématique en fait réglementaire, sur une problématique de marché, d'analyse de marché, d'analyse de la concurrence, identifier finalement quels sont les distributeurs, comment le marché en fait se décompose. Donc ça, c'est vraiment des études en amont et des éléments élémentaires et nécessaires pour commencer tout travail de prospection ou de mettre en place une stratégie commerciale. Et ensuite, c'est de définir éventuellement les partenaires industriels et je dirais de voir dans quel contexte finalement ça peut se mettre en place. Ouais. Donc aujourd'hui, en fait, on a effectivement des activités très différentes entre membres. C'est d'ailleurs ça finalement qui nous aide. D'abord parce qu'on n'est pas en concurrence frontale, donc c'est déjà un point. Et surtout parce qu'en fait, on peut, je dirais, il y a un échange en fait d'informations. Alors, c'est vrai que celui qui est sur, par exemple, le home cinéma, ben, c'est pas le cinéma. Mais en même temps, voilà, on s'aperçoit qu'il y a des interactions parce qu'on a des installateurs cinéma qui font aussi du home cinéma. Ça, c'est un exemple. Donc, c'est le genre d'information qui est utile. Et en plus, avec une aide des partenaires, c'est-à-dire que nous, en Volfeni, on est évidemment prêt à aider des sociétés qui, au travers de 3DC, qui voudraient en fait s'implanter ou qui voudraient trouver des distributeurs, qui voudraient finalement pouvoir exporter leurs produits ou leurs services. Oui, parce que vous avez une présence Renault à Burbank et vous avez une présence effectivement à Hong Kong. Ben voilà, on est présent à Hong Kong, on est présent à Guangzhou au travers d'une JV, on est présent à Mumbai, on est présent aux États-Unis. Voilà, donc on a effectivement, en fait, on connaît le marché, on connaît en fait toutes ces différences culturelles, réglementaires, fiscales, même si ça ne concerne pas forcément des produits ou des services directement rattachés au cinéma. Donc ça, sur d'autres points, sur tout ce qui touche le multimédia, sur tout ce qui peut toucher les contenus, sur tout ce qui peut toucher du matériel, même différent, les problématiques sont un petit peu les mêmes. Ouais. Les véhicules, justement, sont là pour pouvoir porter cette aide. Renaud, justement, est-ce que tu peux parler du rôle de Thomas par rapport à Paola et en fait son rôle un petit peu de représentant de Volfeni au niveau Brésil? Alors, il y a une règle, en fait, dans tous ces pays-là, qu'on parle de la Russie, du Brésil, de l'Inde, de la Chine, la présence sur place est nécessaire. La présence sur place d'un local, ou en tout cas de quelqu'un qui connaît parfaitement la culture et qui connaît parfaitement la langue. Ça, c'est vraiment, en fait, c'est le b.a.-ba. Donc, nous, aujourd'hui, on a l'activité au Brésil est gérée par les États-Unis. On a recruté une personne qui est brésilienne, qui travaille aux États-Unis, mais elle n'est pas sur place, elle ne vit pas en fait au Brésil. Donc il y a des déplacements fréquents, mais ça n'est pas suffisant. La présence sur place est vraiment très importante. D'abord parce qu'il faut créer le lien, et bon, ça se construit en permanence. Et par ailleurs, il faut, je dirais qu'en fait, il faut comprendre quelque part les besoins du client. Et on les comprend vraiment qu'en étant sur place, et pas juste pendant des réunions, et pas juste pendant une visite. Voilà, donc ça c'est vraiment important. C'est pour ça que les VIE c'est vraiment nécessaire pour qu'ils puissent finalement s'intégrer
dans les problématiques et surtout voilà, mettre en place les connexions, les contacts qui vont ensuite permettre aux membres du consortium de pouvoir finalement mettre en place leur stratégie d'implantation ou de distribution. C'est la même chose sur l'Inde, en fait. Donc, en l'occurrence, prenons l'exemple du Brésil. Effectivement, Paola, qui est donc ma commerciale, elle est en relation directe avec Thomas. Le travail n'est évidemment pas le même, c'est-à-dire que Thomas aujourd'hui ne peut pas se présenter comme étant le commercial Volphonie, mais par contre, voilà, il peut mettre en relation, il peut aussi assurer un suivi de la relation. Voilà, il vient en complément. Alors, il vient d'abord en phase en amont, c'est-à-dire que pour quelqu'un qui n'a personne sur place, il peut effectivement faire ce travail d'étude, d'analyse de marché, et ensuite de venir en support sur la partie commerciale, sur la partie technique, s'il a quand même quelques compétences techniques, et sur la partie suivi de la relation sur le plan. Et notamment, Renaud, il a organisé Expo Ciné pour vous l'année dernière avec un gros cocktail où il a fait venir le consul de France. Et ça fait pas mal de buzz sur l'événement, en fait. Voilà. Ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que, moi, ce que je remarque, c'est que les entreprises françaises ont beaucoup de mal à aller vers l'export. Elles sont très, comment dire, elles n'osent pas finalement. Mais elles n'osent pas, mais en même temps, ceux qui partent là-bas en se disant j'ai un bon produit, finalement j'ai un bon prix, il y a un savoir-faire, etc., ça ne suffit pas. Franchement, ça ne suffit pas. C'est impossible de faire du business comme ça. Il y a un travail finalement qui est très important et surtout d'avoir des connexions sur place. Je parle de connexions politiques. Par exemple en Chine, si vous n'avez pas de connexion politique, si vous n'êtes pas associé à un partenaire qui a du poids dans votre marché, ce sera quasi impossible. Pour nous, c'est vraiment essentiel. Donc nous, on a eu la chance finalement de s'allier avec le numéro 2 des intégrateurs, installateurs de salles de cinéma, et avec des connexions politiques qui nous permettent aujourd'hui de signer des contrats. Donc ça, c'est vraiment fondamental. C'est pour ça que quelqu'un qui vient de temps en temps, c'est pas la même chose que d'avoir une structure sur place. Donc à un moment donné, il faut peut-être mieux envisager la création d'une structure commune, d'une JV, partager évidemment les risques et partager aussi les profits, mais voilà, de prendre un départ de marché et de pouvoir en fait exister sur ce marché. Renaud, le chiffre d'affaires de Volphonie en 2014 ? On a beaucoup investi parce que à chaque fois qu'on avait un changement de modèle économique, il a fallu réinvestir des sommes énormes. Je pense qu'en R&D, je pense que sur 3-4 ans, on a dû dépenser 5 millions d'euros. Là, on doit finir en fait à 7 millions d'euros, mais par contre, cette année, on devrait faire 24 millions d'euros. On est sur des très gros appels d'offres. Et donc, forcément, ça aura un effet de levier très important. En fait, on est sur un marché où il y a énormément d'opportunités. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que il y a des opportunités à la fois sur la continuité de la migration numérique dans les salles de cinéma. On est très bien aujourd'hui équipé en Europe, on arrive à peu près à 80% de digital, mais bon, c'est pas le cas ailleurs. Et surtout qu'il y a énormément de construction de nouveaux cinémas dans tous les pays émergents, avec surtout la Chine qui envisage de construire 30 000 nouvelles salles dans les 5 ans qui viennent et dépasser les États-Unis en nombre de salles. Donc c'est un peu leur gloire de dire qu'ils arriveront à dépasser les US. Mais bon, après, il y a d'autres choses. Il y a les technologies qui sont aussi en fin de vie. Il y a des renouvellements Rioli, puisqu'ils sont sur un modèle économique de location. Et aujourd'hui, les cinémas veulent acheter. Voilà, donc il y a tout un tas de paramètres qui font qu'on a un potentiel énorme dans les 5 ans qui viennent. Merci Renaud. Je vais demander s'il y a des questions dans la salle, puisque après tu ne seras pas avec nous pour les questions-réponses. Est-ce qu'il y a des questions que vous avez à poser à Renaud? J'ai juste en fait une remarque à faire. On a reçu l'award on a reçu un award en fait à Hollywood, c'était l'année dernière, pour l'innovation, l'innovation de notre Smart Crystal Diamond, qui est notre dernier produit, qui est évidemment l'un des plus performants au monde. Alors c'est assez marrant parce que il y a Rioldi qui est ultra leader sur son marché, je crois qu'il y a 80% de part de marché, et eux n'ont pas eu l'award. Donc une petite boîte française qui a l'award, c'est
c'était pour nous une belle récompense. Mais voilà, attention, on a le Word, on a la meilleure technologie, encore faut-il pouvoir la vendre. Et donc ça, voilà, c'est là où les Américains sont très forts. Ils font énormément de marketing, énormément de com, énormément de dénigrement aussi. Donc voilà, le produit c'est une chose, le vendre et derrière pouvoir signer avec des gros acteurs, voilà, c'est pas la même chose. Une question pour toi. Oui, bonjour. Oui, quand on est une petite boîte française et qu'on s'attaque à un gros comme Realty, on doit s'attendre à des retaliations, des attaques des plus gros avocats. Donc on a appris par la presse que vous étiez en conflit, mais qu'apparemment ça s'était arrangé. Donc, Oui. Alors, vous savez, en fait, dans une guerre économique, vous avez enfin, il y a deux alternatives. Soit vous attaquez sur les prix, et bon, ça peut être sanglant, et dans ce cas-là, c'est une baisse des marges, et surtout pour un leader qui n'a pas trop envie de voir son résultat baisser. Ou bien vous attaquez sur la nuisance, et finalement, vous attaquez sur les brevets, vous attaquez, voilà, simplement pour faire mourir cette petite boîte, ou bien pour lui faire peur. Donc c'est cette solution qui a été retenue par Aioli. On s'est défendu, ça a coûté très cher. Bon, pour l'instant, les poursuites sont arrêtées, mais par contre, on va réussir à faire tomber leur brevet. Enfin, alors un brevet qui a été accepté et qui est très très général. Donc il nous bloque aujourd'hui sur les US, mais voilà, on a décidé finalement de ne pas se laisser faire. Donc on part dans une guerre d'usure, mais voilà, c'est le petit Gaulois qui attaque le géant américain. Voilà, ça a été, ce choix a été partagé par tous les actionnaires parce qu'évidemment, ça a un coût. Mais en même temps, voilà, nous, on voulait pas rester en dehors du marché américain et on voulait pas non plus donner un signe à Realty qu'on est prêt à s'allonger devant eux. Et est-ce que les grands studios vous suivent? Absolument. Vous savez, en fait, les Américains n'aiment pas les situations de monopole. Ils ont horreur de ça. Donc ils subissent la situation, surtout avec des conditions qui sont imposées par un leader et donc par un Américain, donc avec des contraintes très très fortes, donc surtout pour les réseaux de salles de cinéma. Quand vous n'avez pas le choix, vous faites avec, mais par contre, dès l'instant où vous voyez qu'il y a une opportunité pour sortir, ou du moins négocier d'égal à égal, la situation change. On n'aime pas être otage dans la vie. Oui, puis aujourd'hui, un système apparemment moins lumineux et plus cher puisqu'il y a la location. Et vous arrivez avec on arrive, en termes de spec technique, on a les mêmes performances. Là, aujourd'hui, entre leur XL et notre Smart Crystal Diamond, on arrive aux mêmes performances. La seule différence, c'est qu'on a un système qui est plus facile à installer, il est 3 fois moins gros. Enfin voilà, on a réussi finalement à miniaturiser, entre guillemets, notre système par rapport au leur. Mais c'est surtout le modèle économique. C'est que quand vous faites signer des contrats à vos clients de 5 ans, que vous les obligez à passer par vos distributeurs de lunettes, qu'il n'y a aucune entorse possible, que vous vous engagez à ne jamais faire entrer un produit concurrent dans aucune de vos salles, ou à un moment donné, voilà, le client se dit quand j'ai pas le choix, je le fais, je signe. Par contre, avec l'arrivée de nouveaux concurrents sur le marché, lorsque je vais renégocier mon contrat, c'est clair que ce ne sera pas du tout enfin, je ne serai pas du tout dans la même position. Et donc forcément, c'est une opportunité pour nous. Maintenant, voilà, l'enjeu, c'est sur des gros réseaux. Est-ce que des gros réseaux vont nous faire confiance? Parce que bon, même si vous êtes moins cher, même si vous avez le meilleur produit, il reste toujours, en fait, je dirais, le petit pourcentage de risque ou politique qui peut faire changer la balance, quoi, du mauvais côté. Mais bon, on s'est retrouvé en fait, sur un appel d'offres au Wanda. C'est Wanda a racheté ABC aux États-Unis. C'est un consortium chinois qui est énorme. Bon, notre produit n'était pas un produit complètement fini, mais on s'est retrouvé en phase finale face à Realty. Donc déjà, voilà, on était déjà content. On savait qu'on n'avait aucune chance, mais par contre, il y a une prochaine tranche qui sera ouverte et sur laquelle, là, pour le coup, on a de sérieuses chances de l'emporter. Aussi grâce à notre JV, puisque le poids politique, ou en tout cas les connexions politiques, vont nous aider, bien évidemment, à pouvoir faire du lobbying, puisque voilà, on essaie d'annoncer que le produit est chinois avec une technologie française à l'intérieur, ce qui fait toute la différence.
Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Autrement... Oui, Renaud, bonjour, c'est Skip Bonjour. de Firefly. J'ai une toute petite question au sujet des JV. Elle porte sur quoi, par exemple, sur la Chine? Elle porte exclusivement sur l'aspect commercial, où il y a aussi un partage de propriété intellectuelle? Alors, très bonne question. La JV a été créée avant tout, c'est une JV de distribution, mais donc distribue en fait les produits en fait Wolfony, qui étaient auparavant fabriqués en Espagne. Très vite, on s'est dit que on ne pouvait pas marcher comme ça. D'abord parce qu'on arrivait avec des coûts de fabrication qui étaient plus élevés en Europe. D'autre part, il y avait des coûts de transport, transport aérien, parce qu'on part par container. Le fret maritime, c'est 5 semaines, c'était pas possible. Et par ailleurs, il y avait les droits d'importation, il ne faut pas oublier. En Chine, notre matériel, je crois qu'on devait payer 40% de droits d'import. Donc on arrivait finalement à un coût qui était prohibitif, 2 fois plus élevé que les produits de la concurrence. Donc on a décidé de lancer une unité de fabrication sur place, ce qui permettait d'avoir un prix compétitif en sortie de chaîne. Par contre, et ça c'est un élément vraiment essentiel, c'est qu'on a conservé une partie du système qui est vraiment la pièce maîtresse, qui est très compliquée à fabriquer, dont on a le savoir-faire, et on l'a gardé en fait en fabrication en France. Donc, il y a une partie qui est faite chez nous, une partie qui est faite chez un prestataire externe, mais on ne veut pas donner ce savoir-faire. On ne veut pas faire ce transfert de technologie. Avec les Chinois, il faut qu'il y ait toujours une notion d'équilibre, de leur côté et d'une autre. D'une autre, parce que à partir du moment où c'est déséquilibré, évidemment, ça change complètement les relations. Et aussi du leur, parce que s'ils voient que c'est un peu déséquilibré, ils perdent la face et donc les relations deviennent tendues. Donc ça, c'est un point vraiment essentiel, tant qu'on peut le faire, j'y viens. Ils ont évidemment essayé de récupérer cette technologie, ou en tout cas ce procédé industriel, ce savoir-faire, et on s'y est toujours refusé. Donc on veut garder chez nous cette carte maîtresse. Ok, merci. S'il n'y a pas d'autres questions, on va remercier Renaud. Merci Renaud. Et merci à vous. Et puis écoutez, si par la suite vous avez d'autres questions, n'hésitez pas au travers de Pierre ou du consortium. Merci beaucoup Renaud. Voilà, je vous en prie. Merci, à plus tard. Au revoir. Au revoir.